balance. Quelle est l'abruti qui a balancé la sauce? La société aujourd'hui C'est nul. Zéro. Putain, je suis français. connaissent bien les souffrances de cette société. Putain de société, hein. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Je trouve qu'on est dans une société extrêmement hypocrite dans la mesure où liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de notre civilisation. Tenter de dire que les sociétés à transformation rapide sont dans leur état normal quand elles sont en crise. On voit bien que dans les sentiments qui structurent une société, les espérances, les peurs et les humiliations, les relations des rapports humains se dégradent avec des montées d'agressivité. Insupportable à la fin. Je les emmerde. Ta gueule. Je balance la sauce, crash vrai avec ou sans assaut, je t'épargnerai même pas pour 100 pesos. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle édition de Balance la sauce. Balance la sauce. On n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. Des tribunaux pour animaux au Moyen-Âge à la théorie des animaux-machines de Descartes, jusqu'au développement récent des mouvements de libération animale et la promulgation en 1976 de l'article L214 reconnaissant pour la première fois les animaux comme des êtres sensibles, le rapport qu'entretient l'homme avec l'animal en France et dans les sociétés occidentales en général n'a cessé d'évoluer au cours des derniers siècles. Leur statut juridique, leur bien-être, leurs conditions de vie, d'élevage, d'abattage, la baisse de la consommation de viande, la réintroduction dans la nature de certaines espèces sauvages disparues, l'expérimentation sur les animaux, le rôle social des animaux de compagnie, ou encore la légitimité ou l'illégitimité de certaines pratiques dites traditionnelles telles que la corrida, sont autant de sujets qui émergent régulièrement du paysage médiatique. Les intellectuels et les milieux associatifs s'en emparent, les professionnels concernés et les consommateurs en débattent, de manière généralement passionnée, voire violente, comme en témoigne le dernier buzz fait par Libération. Des débats faisant d'ailleurs apparaître de nouveaux concepts, véganisme, animalisme, antispécisme, de nouvelles catégories nous proposant au final une autre définition de nous-mêmes, parce qu'au travers du questionnement sur la condition animale, c'est notre propre condition humaine que nous interrogeons. Un questionnement qui, pour certains, la majorité d'ailleurs, ne se fait pas sans douleur. Comment ne pas souffrir effectivement devant les dizaines de vidéos disponibles sur le net dévoilant l'agonie des vaches et chevaux suspendus par une patte quand leur vie ne tient plus qu'à un fil, Les hurlements des cochons asphyxiés sous l'effet des gaz, la fragilité d'un poussin sous une botte ou encore le corps d'un veau transpercé d'une épée que tenait encore quelques secondes plus tôt la main d'un enfant, d'un petit homme. C'est parfois presque plus douloureux à regarder que la souffrance humaine, me disait une amie hier soir. Pourquoi ? Est-ce parce que la condition humaine engage notre responsabilité, notre culpabilité ? Est-ce parce qu'au fond, la figure de l'animal est en passe de devenir une autre figure de l'altérité, révélant par là notre rapport au monde et à nous-mêmes ? Est-ce parce que, comme le disait Stuart Hall, repris à très juste titre par une de nos invitées dans le prologue de son livre, quel que soit l'objet que l'on tente de comprendre, la question qui toujours doit nous hanter est la suivante. Qu'est-ce que ceci a à voir avec tout le reste ? Avec moi en studio pour décortiquer ce thème de la relation homme-animal, un plateau nombreux. Alors je vais commencer par vous, Marianne Selka, puisque c'est à vous que j'ai repris cette phrase. Donc vous êtes sociologue rattaché au LERSERM, le laboratoire d'études et de recherche en sociologie et en ethnologie de Montpellier, spécialiste de la relation homme-animal et auteur du très récent ouvrage Vegan Order paru chez Arquet. C'est bien ça ? Merci. Ouais. Thierry Elie, donc vous êtes le président de la FLAC, la Fédération de lutte pour l'abolition des corridas. Tout à fait. Tout à fait, rien à rajouter ? Non, c'est bon. Vous avez dit l'essentiel. Alors, Edine Aristegui, donc vous étiez le candidat du Parti animaliste sur Montpellier pour les dernières législatives et vous êtes le secrétaire régional du Parti animaliste. C'est ça. Alors, Jessica Bosso. Bonjour. Je n'ai pas fait de faute, donc vous êtes la référente L214 dans l'Hérault. Co-référente, oui. Co-référente et une autre casquette, je crois. Et ainsi donc bénévole dans plusieurs associations qui s'occupent du bien-être des animaux de compagnie, notamment Respect Animal Nature. Très bien. Et donc vous êtes accompagné de Cyril Vossel, donc vous êtes également le référent L214 dans l'Hérault et l'administrateur de nos corridas. Oui, merci, bonjour. Bonjour. Bon, plateau nombreux. Eh bien, balance la sauce, c'est parti. Balance la sauce. On n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. Alors pour commencer cette émission, je vous propose d'introduire donc les termes qui vont beaucoup revenir donc au cours de cette heure. Et donc on peut commencer peut-être par définir ce que c'est que le véganisme et le végétarisme. C'est végétarisme, on dit ça, oui ? Végétalisme, le véganisme, c'est un végétalisme, c'est plus que ça, c'est un mode de vie qui implique toute notre manière d'être au quotidien, en fait. D'accord, donc Marianne Selka, donc justement, concrètement, à quoi ça correspond Alors le véganisme, c'est un mode de vie
qui idéalement correspond à tous les préceptes de l'animalisme, qui tente dans la mesure du possible de ne pas faire souffrir des animaux, que ce soit évidemment pour se nourrir, se vêtir, se soigner d'un point de vue médical ou disons d'un point de vue de la cosmétique, et puis pour se divertir, ne pas se divertir aux dépens des animaux. Ça, c'est un mode de vie complet, donc pas seulement un régime alimentaire. Très bien. L'animalisme, qui souhaite y répondre? Peut-être vous, Edine. L'animalisme, si on devait le définir, qu'est-ce que ce serait? L'animalisme, c'est le fait de penser que les animaux ne sont pas des objets et donc de les respecter. Voilà. Donc de les considérer comme des êtres doués de sensibilité qui peuvent souffrir aussi. Et on voit bien que la société actuelle, malheureusement, les considère encore comme des objets. Donc il y a eu depuis un certain temps, depuis des décennies, un travail formidable qui a été mené par les associations justement pour faire éclore le débat, montrer que les animaux méritent le respect et méritent de vivre sans souffrir. Voilà, il faut qu'on arrive à cohabiter ensemble. Très bien. Un dernier terme que j'aimerais voir défini, c'est l'antispécisme. Qui s'y colle? Jessica. Donc l'antispécisme, il s'oppose bien évidemment donc, au spécisme. Et je pense qu'il y a deux dimensions dans ce spécisme. La première, c'est le fait qu'on place beaucoup l'homme dans notre civilisation au-dessus de tous les autres animaux, ce qui nous donne une certaine légitimité à les torturer, à les exploiter et à les tuer. Et ensuite, l'autre dimension de l'antispécisme, du spécisme, c'est la catégorisation des animaux et la hiérarchisation entre eux, où on va donc avoir un animal de compagnie, justement, où on va lui donner des droits, on va lui donner de l'amour, de la considération, alors que les animaux dits d'élevage, eux, n'auront pas le droit à ça pour des raisons qui nous sont en fait inconnues quand on regarde les travaux scientifiques et d'éthologie qui existent aujourd'hui. Très bien. Donc, avant de vous donner la parole à chacun, justement, pour définir les luttes dans lesquelles vous êtes engagés et en dire un peu plus dessus, j'aimerais peut-être, Marianne Salka, qu'on revienne. Donc, dans votre ouvrage, vous parlez de nébuleuse animaliste. Comment il s'est construit, ce courant? Depuis quand il existe? Et peut-être la première question, c'est déjà, est-ce que c'est un courant occidental? Alors c'est intéressant parce que j'aime beaucoup, j'apprécie la définition qui a été donnée de l'animalisme. Je pense que c'est une sensibilité en fait qui a toujours existé en creux de nos sociétés occidentales depuis l'Antiquité. On peut revenir aux querelles d'école des premiers penseurs philosophes grecs. Ceci dit, au fur et à mesure des siècles, cette sensibilité s'est métamorphosée, a changé son vocabulaire et puis ses soucis, en fait, selon le contexte. Elle a été réanimée surtout à partir du 19e siècle, au moment où, en fait, la société devient industrielle. Enfin, à partir du 18-19e, avec des philosophes, encore une fois, et puis certains politiciens, pour réactualiser l'animalisme, la critique animaliste, au prisme de l'industrie. Parce que c'est vrai que l'animal, comme les hommes, ont souffert d'autant plus avec ce système capitaliste industriel. Et puis, à partir des années 1960, il y a un certain nombre d'animalistes qui ont commencé à faire des cellules de libération, à former des cellules de libération animale, comme l'Animal Liberation Front. Donc, à l'époque, c'était des cellules acéphales, c'est-à-dire qui n'avaient pas de leader, qui œuvraient de manière clandestine, dans le sens où c'était assez confidentiel, pour effectivement libérer les animaux des endroits où ils sont enfermés. Effectivement, il ne faut pas faire de publicité avant, c'est assez logique. Et puis de ces cellules-là, petit à petit, il y a eu des comités de libération, puis des associations animalistes et enfin aussi des ONG animalistes comme PETA et Sea Shepherd, qui sont les deux plus grandes connues aujourd'hui, qui ont continué ce travail en fait, sauf qu'ils sont sortis, je dirais entre guillemets, des marges du social, de la clandestinité, pour faire une promotion, pour éveiller les consciences dans le public. Et donc faire des happenings, faire des communiquer avec la presse, avec les médias, pour dévoiler les horreurs qui sont cachées derrière notre manière d'exploiter industriellement les animaux. Vous tous qui êtes autour de cette table, vous reconnaissez dans ce courant, justement, dans cette construction commune? Moi, en ce qui me concerne, j'ai mis une toute petite réserve, ce qui n'engage que moi évidemment, sur le terme animaliste. Ce que ça donne l'impression qu'on est sensible qu'au sort des animaux, de la misère des animaux, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. On peut aussi bien être sensible à celle des humains et des animaux, bien entendu. D'autant plus que nous sommes des animaux dans l'absolu. Moi, je préfère inclure l'animalisme dans l'humanisme.
quand on est humaniste, on est, pour moi, dans mon sens, on est aussi animaliste. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les plus grands humanistes français et étrangers étaient aussi sensibles à la cause animale. Je pense à Victor Hugo, je pense à Émile Zola, par exemple. Voilà, donc je tiens uniquement à émettre cette petite réserve sémantique sur le terme animaliste. C'est parfait, mais vous avez flingué ma question de conclusion où j'allais vous demander si c'était un anti-humanisme. Non, je vous remercie beaucoup. Donc, peut-être justement pour continuer, vous, par rapport à la construction donc, de ce courant animaliste, le mouvement, alors on peut peut-être parler justement donc, de la FLAC oui, c'est vrai que c'est un courant qui est extraordinaire et sans précédent, qu'on n'a jamais été dans une période aussi favorable à nos idées, à notre cause, puisqu'il faut, avant tout, on protège, on émet la souffrance d'êtres qui ne peuvent pas s'exprimer par définition et encore moins voter. Donc c'est un combat noble en cela. Concernant la corrida. Elle existe depuis quand déjà, la FLAC, si je depuis peux... 93. 93, absolument. Oui. Donc moi j'ai suivi cette cause. Déjà j'étais sensible à la cause animale depuis que je suis enfant, bien sûr. Mais la corrida, pour moi, avait une dimension, une résonance un peu différente dans la mesure où elle n'a qu'une seule légitimité, c'est le divertissement, la jouissance et le plaisir. Les autres souffrances animales qui sont innombrables sont toujours plus ou moins légitimées à tort ou à raison par l'alimentation, la recherche médicale, pour se vêtir par exemple, alors que la corrida, ce n'est que pour le plaisir. Donc en cela, c'est insupportable et en plus, érigé en spectacle. Donc c'est un cas unique au monde où 10 000 personnes applaudissent à la lente agonie d'un animal qui n'a rien demandé dans un bain de sang, torturé cruellement pour le faire souffrir, et 10 000 personnes applaudissent. Voilà, donc c'est un dernier vestige de jeu du cirque, et en cela, c'est absolument, sur le plan éthique, insupportable. On en est où aujourd'hui en France de la corrida ? Combien de départements la pratiquent encore ? Il y en a à peu près 11 départements. Faut dire qu'elle est en régression, hein, même les taurins le reconnaissent. Ils n'ont jamais été aussi inquiets depuis ces derniers temps, depuis ces dernières années, puisqu'il y a une désaffection du public, puisque dans l'air du temps, effectivement, maintenant, on a beaucoup plus de scrupules quand on est aficionado d'aller dans les arènes, alors qu'on sait tout ce qui se passe, grâce entre autres à Internet, où on a pu montrer des images de corrida. Je ne sais pas si vous avez vu le film que vous envoyez. Là. Et donc, on ne peut plus dire maintenant, on ne sait pas. Nous, on pensait que c'est ce qu'on voyait à la télévision, aux informations, des images édulcorées, évidemment, de corrida pendant la feria, où à aucun moment on voyait l'animal en souffrance se faire transpercer de part en part. Donc maintenant, avec Internet, on sait ce dont il s'agit et on n'a plus d'excuses. Parce que vous pensez que les amateurs de corrida ignoraient... Ah non, mais ils le savaient, ça. Mais ils se gardaient bien de montrer l'autre réalité de la corrida, c'est-à-dire la cruauté absolue. Et pour ça que c'était déguisé par... C'est d'une violence énorme, les images. Oui, par un apparat esthétique, intellectuel, pour essayer de nourrir le poisson, des métaphores, etc. À n'en plus finir, alors qu'en réalité, c'est un animal désigné qui n'a rien demandé, que l'on torture à l'arme blanche jusqu'à sa mort. Peut-être une des choses que j'ai appris en visitant votre site, c'est que finalement tout est fait pour... On présente souvent la corrida, je ne suis pas du sud de la France, donc j'en avais une vision assez lointaine. On présente souvent la corrida comme un combat égal entre l'homme et l'animal. J'ignorais que tout le déroulé de la corrida était fait pour empêcher l'animal de se défendre, en fait. C'est à mourir de rire, ce n'est pas à mourir de pleurer, parce que franchement, appeler un combat ou un animal n'a absolument aucune chance, puisque il y a peut-être eu, je crois, en Europe, à peu près 6 matadors qui ont été tués dans les arènes européennes depuis 1950, vous imaginez. Alors que, dans tous les cas, c'est le taureau qui meurt. Dizaine, je crois. C'est pas un... Non, c'est pas plus, hein, en Europe, je parle. Hein. En Europe, d'accord. Ouais, c'est ça, en Europe, oui. Donc, un combat, c'est un combat... La définition du combat, c'est à armes égales. Comme dans le sport, par exemple. Moi, j'ai joué un petit peu au rugby. On a chacun sa chance. Hein. Tantôt, c'est l'un qui gagne, tantôt, c'est l'autre, selon son talent et selon sa forme du moment. Hein. Le taureau, il perd systématiquement. Donc, c'est l'inverse total de ce qu'on appelle un combat sur le plan sémantique. Alors vous, sur le plan juridique, on parlera après de L214 également, du côté du cadre juridique, vous vous battez pour la spécificité de la corrida, en fait, c'est que elle représente un alinéa. Elle est interdite par la loi. Voilà, mais elle représente un alinéa d'un article, c'est ça ? Alinéa 7, malheureusement, qui permet de torturer les animaux dans le sud de la France, sur seulement 10% du territoire français. Alors qu'au-dessus de ces territoires, le torero est un délinquant qui est passible de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Alors ça, là aussi, c'est un cas unique, juridique, unique en France, encore une fois. Très bien.
Edine Aritsegui, j'ai pas écorché votre nom, non. Donc vous êtes le secrétaire donc, du Parti animaliste. Il existe depuis combien de temps le Parti animaliste? Donc le parti existe depuis environ 2 ans. Il y a un bureau national qui est composé des membres fondateurs principalement, et ensuite donc effectivement nous avons des bureaux régionaux. Donc là avec 3 secrétaires, moi je représente la région sud-ouest, donc qui va de Bordeaux à Montpellier, et ensuite donc on a des correspondants locaux qui gèrent au niveau départemental les actions du parti. Très bien, donc vous présentez aux élections, donc avec quelles revendications principales en fait? Alors c'est de la protection animale. Pour rester sur l'exemple de la corrida, on pourrait rajouter qu'il y a eu un sondage IFOP en 2017 qui a révélé que 75% des Français sont contre, et pour autant on a quand même la corrida qui est autorisée, et en plus de ça, la corrida est subventionnée par certaines mairies. Donc c'est un véritable déni de démocratie. Donc si vous voulez, on a bien vu qu'il y avait un véritable besoin au niveau politique d'amener cette question de la protection animale. Donc c'est la raison pour laquelle le parti animaliste a été créé, qui est dans la lignée des autres partis européens animalistes. Voilà, donc on est en réseau, on travaille en réseau. Les autres partis européens ont la chance que dans leur pays, ils aient des proportionnels. Donc il y a des élus, il y a des sénateurs, il y a des élus locaux, il y a des députés, et ils arrivent à faire passer des lois. Donc, et il y a des pays justement où les droits des animaux sont plus représentés politiquement. Tout à fait. Le meilleur exemple, pour moi, c'est les Pays-Bas. Donc il y a des dizaines d'élus, et donc on a réussi à faire interdire par exemple l'élevage pour tuer les animaux pour faire de la fourrure par exemple, vous voyez. Il y a eu plusieurs lois qui ont été passées, donc il y a vraiment du concret, hein. C'est pas que des belles paroles, et justement on vient contrer les belles paroles des politiciens, si vous voulez, français, qui quand il y a un scandale comme celui qui avait été relevé par L214 là dans les abattoirs, on a vu les horreurs, les actes de torture qui sont envers les animaux. Donc il y a des belles paroles des politiciens au pouvoir, et pour autant c'est pas suivi. Encore la semaine dernière, j'ai vu que les députés avaient repoussé l'interdiction de vendre des œufs qui provenaient d'élevage de poules pondeuses. Donc ça c'était prévu, ça a été repoussé, bon ça va passer aux oubliettes, on le sait, c'est dans plusieurs années, on ne va plus en entendre parler. Ensuite on devait aussi mettre des caméras dans les abattoirs. C'est pareil, on n'en entend plus parler. Et en fait, on a vraiment un problème de lobby en France. On a des lobbies surpuissants qui arrivent à empêcher des lois pour l'amélioration des conditions de vie des animaux, parce que là, on ne peut pas parler de protection. Ils arrivent aussi à faire maintenir donc, des pratiques comme la corrida, alors que les Français sont contre. Et pour autant... rien ne se passe. Voilà. Donc, par contre, on peut rajouter qu'ils arrivent notamment à faire diminuer de moitié le prix du permis de chasse et à faire interdire le fait d'appeler steak ou lait les produits d'origine végétale. Donc il y a un problème nos politiciens actuels on remarque qu'ils font de belles promesses, mais il n'y a rien qui se passe. Donc il y avait vraiment besoin d'un parti politique. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez justement? Donc j'ai vu que vous proposez la création d'un ministère de la protection animale, une charte de la protection animale, un code de la protection animale. Donc il y a un ancrage dans le juridique. Exactement. C'est tout l'objectif, c'est de proposer des lois, de proposer des amendements, de proposer des textes réglementaires pour améliorer les conditions de vie des animaux. C'est aussi créer un ministère, on propose de créer un ministère donc, de la protection animale, parce que là c'est géré actuellement par le ministère de l'Agriculture, donc vous imaginez les conflits d'intérêts que ça peut occasionner. D'adosser aussi une charte à la Constitution pour la protection animale, et voilà, plusieurs mesures, donc interdire bien sûr dans l'élevage. Enfin, pareil, un sondage Eurobaromètre de 2016 qui indiquait que 88% des Européens sont pour une amélioration des conditions de vie des animaux d'élevage. Donc on voit qu'encore aujourd'hui, on a des poussins qui sont broyés vivants, on a des mutilations, des écornages, voilà, il y a vraiment besoin d'un parti politique pour représenter la protection animale. Alors,
Oui, alors Jessica Bosso, pardon, excusez-moi. Donc justement, on allait, vous, L214, vous vous placez également sur un terrain juridique. On peut peut-être rappeler d'ailleurs pourquoi le L214 ? Oui, alors juste en fait, je voulais rebondir justement sur ce que tu viens de dire. Il s'avère qu'on a beaucoup l'opinion politique de notre côté quand on fait de l'animalisme, de l'antispécisme. Souvent, il y a des, pour certaines causes, notamment donc, le broyage des poussins, il y a des choses qui hérissent le poil des Français, les cages dans le secteur avicole. C'est l'opinion publique qui est souvent de notre côté et pourtant ça avance pas. Donc le problème est réellement politique à un moment donné et c'est pour ça donc L214 justement travaille du côté politique aussi et regarde la loi, la justice pour venir en aide aux animaux et pour essayer de faire entendre leurs souffrances et leurs voix. Donc L214, vous pouvez donc oui, pardon. Oui. Donc c'est une loi du Code rural. C'est un article qui dit que les animaux doivent être placés dans des environnements qui correspondent à leurs nécessités biologiques. Donc c'est un article qui apparaît très peu, mais il n'est pas respecté déjà celui-ci, notamment par exemple dans un cirque. Comment est-ce qu'un animal, il n'est pas du tout dans son environnement naturel ou quoi que ce soit. Donc, ne serait-ce que cet article-là n'est pas respecté. Donc, on se base sur cet article, qui est un des rares articles qui parle des animaux et de leur nécessité pour essayer d'aller plus loin et avoir de la jurisprudence et avoir des positions de justice et des positions sociales qui vont en leur faveur. Alors, une des caractéristiques et peut-être la nouveauté qu'a apporté L214, c'est justement cette communication et cette stratégie du buzz. C'est pas négatif ce que je dis, mais donc j'ai regardé des vidéos hier, beaucoup. Cette violence-là, elle est nécessaire. La violence des images, en fait, c'est nécessaire de s'y confronter à nouveau pour comprendre ce qui se passe. Alors, je ne pense pas que ce soit la violence des images qui est nécessaire. En fait, ce qui est nécessaire, c'est de montrer la vérité aux gens. Je pense qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ne sont pas au courant des réelles conditions d'élevage, puisqu'on entend beaucoup parler de la vache heureuse. Moi, j'achète mon jambon. Et je pense que ces personnes le croient réellement. C'est de la méconnaissance. Donc oui, c'est nécessaire de montrer ces images-là aux citoyens. Mais il y a une seconde chose qui est nécessaire que fait L214, c'est montrer des alternatives. C'est-à-dire, on va pointer du doigt les problèmes. On les pointe très récemment dans les élevages de cochons, etc. Mais on va aussi proposer des alternatives végétales. Comment est-ce qu'on se nourrit ? Comment est-ce qu'on passe au végétal ? Qu'est-ce que c'est le végétarisme ? Et surtout montrer les bénéfices d'un point de vue éthique, mais aussi santé, on va parler du véganisme du coup dans un deuxième temps. Non, il n'y a pas de souci. J'aimerais revenir justement sur, donc avec vous, Marianne Selka, ce rapport justement à la mort que l'on cache de plus en plus. Parce que c'est ça ce que propose L214, c'est finalement juste de regarder la réalité d'un abattoir. Oui, les abattoirs étaient avant présents dans la ville. Comme vous me l'expliquez, ils n'y sont plus. Exactement, c'est-à-dire qu'avec cette époque industrielle dont on parlait tout à l'heure, il y a paradoxalement, on verra que ça sert, entre guillemets, la cause animale in fine, et il y a ce qu'on appelle un processus de civilisation, c'est-à-dire que dans les sociétés occidentales, et notamment dans les villes, dans les grandes villes, la sensibilité des hommes, des urbains, tant du point de vue de la sensibilité au sens des sentiments que celle de la sensorialité, de ce qu'on est capable de sentir, de trouver écœurant ou pas écœurant, s'affine. On devient de toujours plus raffiné. Et c'est dans ce sens-là que les abattoirs, qui étaient jadis au centre des villes, parce que c'était quelque chose de très important, une institution première, a été relégué dans les périphéries pour se mettre à l'abri du regard sensible des urbains. Et donc, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on se déshabitue de ce que c'est que la mort. D'ailleurs, on la rejette pour soi, mais on la rejette aussi pour les autres et pour les animaux. Et on a le même phénomène. Les cimetières étaient au centre des villages. Voilà, exactement. C'est le même... C'est à peu près le même processus. Et en même temps que nous écartions à la fois les abattoirs aux périphéries des villes, les villes, évidemment, concentrent un maximum de population, donc les gens ne sont plus vraiment proches des campagnes. Et en même temps, nous avons une montée en flèche des animaux de compagnie, les chiens, les chats, qui deviennent de véritables personnes, en tout cas des membres de la famille. Donc, si vous voulez, c'est des phénomènes qui sont connexes et qui fait qu'aujourd'hui, quand L214 révèle la vérité de certains abattoirs, la majorité des abattoirs, il faut l'avouer, ou de l'élevage concentrationnaire, c'est comme si on se prenait une grosse claque dans la gueule, pour le dire un peu vulgairement, parce que c'est choquant, c'est obscène, c'est pornographique, je pense. C'est ça, c'est réellement à peine soutenable. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est obscène dans le sens, si vous voulez, Baudrillard en parlait très bien de l'obscénité, c'est l'absence de scène.
il n'y a pas de mise en scène. Et donc, ce qui n'a pas de mise en scène est intolérable et d'un coup nous paraît pornographique. Mais ce qui est, en ça, on est à l'antipode de la corrida, qui justement est une mise en scène de la mort. C'est ça qui est esthetisée à outrance, évidemment. Et romantisée, évidemment. Mais je crois que la mise en scène, le spectacle, vous le disiez tout à l'heure, ou même le divertissement, bon, ça a des connotations un peu péjoratives dans la manière dont vous le dites, parce que vous luttez contre, évidemment. Mais la mise en scène, en dehors des considérations que nous avons jusque-là, la mise en scène de la mort, c'est une manière de signifier la mort, de lui donner un sens. Et c'est vrai que dans le processus industriel aujourd'hui, en plus libéral, qui devient un peu fou, qui s'est emballé, toute cette production n'a aucun sens. Il y a beaucoup de gaspillage. On élève et on tue les animaux sans qu'il y ait de signification à cela, en fait. Et donc, c'est pornographique. Et quelque part, la révélation de ces images nous perturbe, nous révèle chez nous des sentiments de l'ordre de l'abject, quoi. Par contre, je pensais juste à un petit détail. C'est vrai que je pense que l'élevage industriel est horrible, concentrationnaire, etc. Que faire de ces éleveurs ? Il en existe. Moi-même, j'en ai connu, j'ai vécu parmi eux, des éleveurs qui élèvent cette vache heureuse dont on parlait. Ça existe. Alors, comment faire ? Est-ce qu'on l'alternative, comme vous disiez, c'est de tous devenir végans ou aussi laisser la place à un élevage sensé, raisonnable et, entre guillemets, bienveillant ? Je pose des questions à votre place. Non, c'est très bien, avec parfait. Plaisir, en plus, j'y répondrai à celle-ci. Alors déjà, pour parler de mise en scène, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, effectivement, il y a une mise en scène qui permet d'accepter finalement la souffrance quelque part, ce que c'est de faire la corrida, mais on est de moins en moins dupes en France. Mais moi, je me demandais même si c'était pas ça qui nous scandalisait encore plus. En fait, on est on est aux deux bouts d'une échelle, mais est-ce que c'est pas ça qui nous scandalise dans la corrida ? Oui, parce qu'on s'en rend compte maintenant. Et oui. C'est-à-dire qu'avant, c'était esthétisé, on ne se rendait pas forcément compte, parce que c'était une autre société aussi, il y a 50 ans, où les corridas étaient acceptables, esthétiques, culturelles. Aujourd'hui, on s'est un petit peu détaché de cette esthétique et on arrive à voir le réel problème. Et c'est justement grâce à des associations. À des images, entre autres, comme en 214 d'ailleurs, c'est le même principe. Hein. Et donc, on est tous du même avis, je pense. C'est montrer justement la réalité derrière les paillettes. Exactement. Comme le cirque, c'est derrière les paillettes. Exactement. Et on se rend compte maintenant de cette souffrance. Et donc, pour l'élevage heureux, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie de la cruauté dans l'élevage. C'est indéniable. Bien évidemment, l'élevage industriel, quand on voit des vaches entassées, etc., c'est pas viable, c'est pas soutenable. Ces images sont terribles pour nous. Quand on voit une vache dans un pré qui broute de l'herbe, ça nous paraît être la vache heureuse. Ce qui est... à l'œil nu, on dirait ça. Et d'ailleurs, les industriels s'en servent, puisque quand on achète une brique de lait, elle est toujours dans un pré, etc. Mais ce n'est pas le cas pour l'élevage industriel, ça peut être le cas. Et quand c'est le cas, et en plus de ça, voilà, on leur donne tout un tas de termes en marketing qui sont assez amusants. Et donc, du coup, cette vache heureuse, en fait, c'est pas la vache qui nous pose problème à nous, véganes et antispécistes, c'est ce qu'il y a derrière. Une vache laitière, elle a dû faire un veau, ce veau est parti à l'abattoir. Une poule, elle fait un œuf, l'œuf, on s'en fiche en fait. Et la poule, elle peut être dehors et être très heureuse. Mais les coqs, ils sont où ? Et en fait, la fabrication des produits animaux nécessite la mort d'autres animaux. Et on est obligé de passer par là. Et nous, c'est ça qu'on dit quand on parle justement qu'il n'y a pas de vache heureuse. C'est comme un animal de compagnie. Quand il est chez nous, on fait en sorte qu'il soit heureux. Mais si à côté de ça, ça veut dire qu'il y a des animaux qui sont des mères porteuses pour faire des chiens de race et qu'il y a plein de petits chiens qui sont vendus à des tas de gens qui sont irresponsables, votre animal à vous, il va être heureux, mais ceux qui sont à côté et qui en découlent de cet animal, ils sont malheureux. Donc il faut voir le système, il faut être systémique quand on regarde le véganisme et pas regarder une vache pour avoir un avis. C'est cette question donc, de la systémie et de la cohérence que j'aimerais qu'on aborde après une petite pause musicale.
C'était Odessa sur Divergence FM et nous revoilà dans le studio où nous parlons de la relation homme-animal. Donc nous allions aborder le thème du véganisme justement. Donc Cyril Vaucel peut-être pour la L214. Est-ce que selon vous le véganisme est la seule issue possible, j'ai envie de dire, ou la seule alternative possible à une relation homme-animal équitable et juste, si on peut dire la chose comme ça? En tout cas, c'est la seule que je connais, elle me paraît intéressante. De s'intéresser au sort des animaux, ça permet aussi de s'intéresser à l'écologie, au capitalisme aussi, ça permet de s'intéresser à plein de sujets, à la santé. Donc le véganisme, c'est pas simplement, même si ça reste les animaux en priorité, c'est pas simplement les animaux. Donc s'intéresser au véganisme et à cette voie pour améliorer notre société et individuellement et collectivement, ça me paraît très intéressant, oui. Qu'est-ce que vous pensez par exemple des personnes qui se définissent comme flexitariens? Je crois qu'il y a ce terme, c'est-à-dire je vais essayer d'avoir une action donc sur l'élevage industriel, de lutter contre en mangeant moins de viande. Est-ce que avoir un usage raisonné, on va dire, de la viande, est-ce que c'est défendable pour vous ou alors est-ce que c'est pas suffisant? Alors, personnellement, et je pense comme beaucoup de véganes, on est déjà tous passés aussi par être flexitarien. Personnellement, je me suis d'abord intéressé au bio et à l'alimentation locale. Puis après, je me suis renseigné sur Internet. J'ai vu que la viande, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc au début, c'était vraiment pas du tout pour les animaux. Je me suis intéressé au végétarisme. Donc le flexitarisme, je suis pour, mais comme une étape, comme le végétarisme est aussi une étape pour aller vers le végétalisme. Donc vous êtes entré en véganisme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pour la santé et pas pour... D'abord au début, oui. Et après, je me suis rendu compte du sort qu'on réservait aux animaux. Et puis c'est là que j'ai appris à les regarder vraiment avec un œil différent et à développer ma sensibilité pour eux. Mais au départ, non, c'était pour des questions égoïstement de santé, quoi. C'était pour moi. Marianne Selka, vous avez donc beaucoup bossé la question. Est-ce que c'est la motivation première, justement, des véganes en général, la santé? Pour moi, pour ce que je connais, c'est pas la première. La santé, c'est pas la première préoccupation, hein. C'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion éthique, morale, sur le traitement des animaux dans toutes les dimensions. Parce que c'est pas que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que un régime. Alors après, évidemment, parce que c'est vachement dur de devenir végan du jour au lendemain. C'est le cas de le dire. Oui, et il faut passer par des étapes. Et en général, les gens commencent par être flexitarien, végétarien, puis végétalien. Et puis enfin, ils connaissent un certain nombre de sites, de boutiques, de réseaux qui leur permettent de devenir complètement végan ou végane. Ça dépend comment on préfère le dire. Moi, je trouve que végane, ça fait un peu hype. Pour arrêter de se vêtir, arrêter de se soigner au détriment des animaux. Éline Aristegui, est-ce que le parti animaliste défend aussi le véganisme? Alors le parti, évidemment qu'on considère que l'homme peut tout à fait vivre sans exploiter l'animal. Il n'y aura pas de carence, comme on veut nous le faire croire. On le voit avec tous les végans, végétaliens, enfin n'importe comment on les appelle. En Inde, on voit bien qu'il y a depuis des millénaires, ils sont végétariens, donc ils sont toujours en vie. Donc on considère qu'on peut vivre sans exploiter l'animal. Après, on veut tendre progressivement vers une société qui, justement, diminue son exploitation des animaux pour... voilà. Donc là, il y a dans le programme du parti, que j'invite les auditeurs à regarder sur le site internet d'ailleurs, il y a notamment, par rapport à ça, un objectif de diminution de 25% de consommation de produits d'origine animale d'ici 2025. Voilà. Donc ça ne peut se faire que progressivement, parce que si, par exemple, c'était imposé du jour au lendemain, il y aurait une guerre civile. Enfin, voilà. Donc, et puis, c'est pas quelque chose qui peut être imposé. Voilà, c'est pas viable. Donc, et c'est pas quelque chose qui doit être imposé. Il faut que, justement, il y ait toute une sensibilisation par rapport à ces questions-là et que les gens aient un éveil des consciences. Voilà. C'est le travail qui est mené depuis des décennies par les associations, qui est mis en politique par le parti et qui date même, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis des millénaires. Il y a eu depuis toujours Victor Hugo, Léonard de Vinci, enfin voilà, ils avaient des paroles, on a retrouvé des récits. Ils étaient, alors je ne sais pas s'ils étaient végans, mais en tout cas ils avaient des notions de protection animale. Ouais. Thierry et Élie, quel lien vous faites entre la mort du taureau dans l'arène et la mort industrielle des animaux en abattoir? Le lien, c'est un peu ce que j'ai expliqué au début, c'est que la mort de l'animal, du bovin dans un abattoir, c'est pour se nourrir. Hein. Moi, je ne mange pas de viande personnellement. Hein.
alors que le taureau, c'est uniquement que pour le plaisir. Hein. Et pour moi, le taureau de corrida est une métaphore, mais dans l'autre sens. Les intellectuels trouvent toujours des métaphores extrêmement compliquées. Voilà, c'est l'exemple de l'intelligence humaine contre la bestialité. Enfin, j'y trouve tout alambiqué à un point absolument inouï. Sur la corrida, j'ai écouté une émission hier sur France Inter qui était très chouette. Fugier, que je connais bien d'ailleurs. Et oui, il y avait des métaphores sexuelles sur la corrida, etc. Ah non, mais il y a des termes, je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas si on peut dire des termes qu'ils utilisent à l'antenne, là. Vous pouvez, c'est une antenne ouverte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un carré blanc. Pas du tout. Par exemple, Simon Casas prétend que quand il voit un jeune taureau bien tauré, ça le fait bander. Voilà. D'accord. Il dit qu'une fois à Bayonne, la corrida était tellement extraordinaire que la Muleta était comme une langue qui léchait le sable des arènes et que ce jour-là, la corrida était vaginale. Voilà ce qu'il écrit dans un livre. Hein. C'est même pas oral, c'est écrit dans un livre. C'est pour vous dire un peu le délire par rapport à cela, quoi. Alors donc, moi j'y vois une métaphore dans l'autre sens. Et je suis même étonné que les intellectuels n'utilisent pas cette métaphore, que le taureau serait le symbole de l'innocence sacrifiée pour rien, quoi. Il est seul, il est magnifique, entre parenthèses. C'est un animal qui est absolument splendide. Il n'a rien demandé, il ne peut pas s'en sortir. Hein. Donc c'est vraiment le symbole de toutes les oppressions, quoi. Torturer pour le plaisir un animal qui n'a rien demandé, eh ben, ça peut symboliser beaucoup de choses. Ça peut symboliser des êtres qui sont martyrisés, des enfants, des femmes battues, etc. Parce qu'ils sont seuls, ils ne peuvent pas se défendre. Moi, je vois cette métaphore dans ce sens-là. Mais malheureusement, ces beaux esprits intellectuels aficionados, cette métaphore, ils se gardent bien de la mettre en avant. Hein. Alors voilà, pour répondre à votre question. Si je peux me permettre, juste une remarque, parce que je trouve que c'est très intéressant. On parle de spectacle, de divertissement, et c'est précisément ça quand vous dites le tragique, mais c'est exactement le spectacle du tragique, la corrida. Hein. Sauf que, en fait, de votre point de vue, c'est tout aussi soutenable, en fait. Hein. Mais de l'autre point de vue, c'est aussi un spectacle du tragique. Quand vous parliez d'aspect vaginal et tout ça, c'est que... C'est moi qui le dis, c'est oui, bien sûr. Hein. Quand vous révéliez les propos des aficionados, c'est l'idée, c'est un rituel. Alors après, on peut refuser les rituels, hein, ça, c'est pas un problème, mais c'est un rituel qui fait osciller Eros et Thanatos, l'érotisme et la mort. Ça, enfin, je veux dire, qu'on soit pour ou contre la corrida, c'est la définition de la corrida. Donc c'est un spectacle tragique, et je pense que mieux vaut comprendre l'intentionnalité des gens contre lesquels on... Il faut s'intéresser aux arguments, pour savoir exactement ce qui les motive. Mais c'est le problème, c'est que celui qui est le plus concerné, c'est l'animal. Et lui, on ne lui demande pas son avis, lui, par contre. Hein. On ne lui demande pas de faire des métaphores, etc. Lui, il subit, il souffre, il meurt. Hein. Voilà. Oui, Jessica Bosson. En fait, sous couvert de tradition, de culture, de métaphore ou même d'art, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi au détriment des gens. Je ne peux pas faire une œuvre d'art en tuant des humains. Je ne peux pas tuer des vrais humains pour faire un film au cinéma. Je ne devrais pas avoir le droit de tuer un animal pour amuser les foules, même si c'est une métaphore qui est magnifique, même si c'est quelque chose d'artistique. Sous couvert d'art, on ne fait pas n'importe quoi. On se souvient du tollé qu'il y avait eu à l'HTH avec le homard, le homard sacrifié sur scène. Vous vous souvenez pas de... Et aussi récemment, il y a eu un taureau sur une scène d'opéra à Paris. Il y a eu énormément, c'est encore beaucoup mis en scène en fait tout ça, avec des animaux. Donc un taureau qui était sous l'opéra de Paris et qui venait une fois par soir en fait, qui montait. Il était dans une vitre de verre là, puis on le voyait. Alors on lui faisait pas de mal, mais il était là toute la journée en fait. Mais l'art, hélas, a tendance à échapper à la législation et à ce qui doit être ou devrait être, en fait. Oui, tout à fait. Donc, on parlait donc juste avant la pause du côté systémique de cette réflexion, donc sur la relation homme-animal. Est-ce qu'on peut effectivement s'engager donc dans ce combat, en tout cas dans cette réflexion, et finalement continuer de manger de l'animal? C'est ça qui est perturbant, en fait. C'est que quand on commence à réfléchir à ça, on remet en cause tout un système et presque toute une vision du monde, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, je suis allée à la conférence d'Élise Huchard, qui est éthologue, qui a fait une conférence sur Montpellier. Et donc, elle nous a raconté tout ce qu'elle a fait en éthologie, 3 grandes études qu'elle avait menées pendant des années auprès d'animaux. Et donc, à la fin, il y avait un jeu de questions-réponses. Enfin, les gens pouvaient poser des questions à Élise Huchard. Et la première question... Ça n'avait rien à voir avec l'élevage, ça a été, mais alors si on octroie toute cette intelligence aux animaux, alors on ne devrait plus les manger? C'est la première question. Elle nous a parlé des loutres, ou je ne sais plus, enfin, elle ne nous a pas du tout parlé d'animaux qu'on mange, mais c'est ça la première question qui nous vient. Donc,
Bien sûr que c'est au centre du débat qu'on commence à s'attaquer à la question de l'animal et du bien-être animal. Par contre, nous, on n'est pas là, L214, en train de dire « vous êtes horribles, vous êtes des monstres si vous mangez des animaux ». Par contre, je pense, si on veut respecter un animal, bien évidemment on ne peut pas le tuer. On ne peut pas tuer de manière respectueuse. C'est une notion qui est ridicule pour un humain. J'entends par là un animal qui est en pleine santé, qui est jeune, etc. On ne peut pas le tuer en disant « je l'ai respecté ». Donc, nous, on ne croit pas à ça. Par contre, on pense que les gens doivent avoir des étapes. C'est comme tu disais tout à l'heure, donc y aller au fur et à mesure, mettre des deadlines, dire, voilà, dans 5 ans, il faudrait qu'il n'y ait plus de poules en cage ou de poules en hangar, ni de lapins, d'ailleurs, en cage et en hangar. Il y a des étapes comme ça à franchir, mais non, on ne peut pas respecter un animal en le tuant. C'est pas possible. À un moment donné, c'est 2 mots qui sont trop en contradiction. Alors, non, personnellement, je suis pas végane, donc c'est pas un parti pris, mais justement c'est une réflexion qui, j'ai envie de dire, elle fait mal à la tête en fait quand on commence à y penser, parce que est-ce que finalement c'est pas se retirer à soi-même sa propre animalité que de dire que je respecte pas un animal si je le mange? Est-ce que je suis pas moi-même dans cette chaîne alimentaire en fait? Alors on est des animaux omnivores. Enfin, jusque-là, on peut rien y faire. C'est physiologique. Par contre, on a le choix, puisqu'on est omnivore, nous ne sommes pas carnivores, on a le choix. Nous sommes dotés de morale, de réflexion. On est là aujourd'hui en train de débattre de grandes questions finalement philosophiques, quand on y pense. On a cette capacité-là de faire des choix. On a fait le choix d'arrêter la traite des Noirs, l'esclavagisme. Enfin, on a fait le choix, il y en a certains qui sont un petit peu limites, mais c'est une autre question. Donc, ces choix-là, on les a faits. On ne s'est pas enlevé notre animalité, pardon. Il y a des animaux qui se mangent entre eux. Bon, nous, on a décidé de ne pas le faire par morale. Il y a des animaux aussi qui s'exploitent, qui s'éjectent de certains groupes. Ils ont une sociologie à eux, de l'éthologie. Nous aussi, on fait ça, sauf que nous, on se pose des questions, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Donc, on ne se renie pas en tant qu'humain, quand on refuse de manger de la viande. Au contraire, on prend nos responsabilités, on assume la morale qui fait que nous sommes des humains, et on l'applique. Et on l'applique notamment vis-à-vis des animaux. Est-ce qu'en ça, Marianne Salka, le véganisme, c'est pas une réflexion, justement, ce que je disais en introduction, sur la condition humaine et la nature humaine? Bien sûr, mais ça a toujours été, finalement, alors... Tantôt, ça a été un miroir inversé, l'animal comme miroir inversé. Aujourd'hui, c'est plus comme un prolongement. C'est vraiment presque un alter ego. Et du coup, le tort qu'on cause aux animaux, in fine, d'un point de vue moral, c'est se faire du mal à soi. C'est ce que disait Kant à propos de la souffrance animale. Ou même Lévi-Strauss, il disait qu'à partir du moment où on fait du tort aux animaux, on finit par faire du tort aux humains. Et là, ce que vous disiez, c'est très juste. En fait, il s'agit de devenir plus humain que nous ne le sommes déjà. Voilà, donc c'est un humanisme exacerbé. C'est à mon avis, la continuité de l'humanisme. Voilà. Alors, oui, Thierry Elie. Sur l'esclavagisme auquel tu as fait allusion, là, c'est intéressant comme argument, ça, parce que c'est très bien que s'occuper des animaux, il y a un côté un peu sensiblerie, un peu moqué, bien souvent, de moins en moins. Vous remarquerez qu'à la télévision, et même les politiques, maintenant, évoquent le bien-être animal, ce qui est absolument impensable il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc ça, en cela, c'est un progrès incontestable. Mais c'est que ces gens qui se moquent de nous parce qu'on serait trop sensibles, etc., mais à l'époque de l'esclavage, le noir africain, il était considéré comme un animal. Avant les Africains, c'était les Indiens. Rappelez-vous la controverse de Valladolid. On se demandait si l'Indien était vraiment un être humain. On pensait que c'était un singe. On le pensait pour savoir s'il éprouvait de la douleur. On arrachait un enfant de la maman pour voir si elle éprouvait de la souffrance au fait qu'on lui enlève son enfant comme n'importe quel être humain, etc., etc. Donc tout ça, c'est une logique cohérente dans une continuité qui est très intéressante par rapport à ça. Alors moi, je dirais juste une chose par rapport à ce système, à cette cohérence-là. Il est vrai que l'antispécisme se place à la suite de l'émancipation de l'esclavage et de l'émancipation des femmes. Toutefois, c'est la première émancipation qui se fait pour les animaux à leur place, entre guillemets, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et l'émancipation de l'esclavage n'a pas, entre guillemets, séparé la population noire des Blancs, de même que l'émancipation des femmes n'a pas séparé les femmes des hommes. On vit quand même ensemble. Moi, c'est une réflexion qui me taraude en ce moment. Rejeter la domestication, parce que c'est ça, en fait, l'idée à force, tous ces animaux, les vaches, les lapins, les cochons, ils n'existent que parce que l'homme les a créés.
sans la domestication, ils n'existent pas. Alors si on ne les... alors l'exploitation, moi je distingue la domestication de l'exploitation, parce que l'exploitation c'est une forme de domestication qui est cruelle. Mais si on en vient à refuser tout traitement de l'animal, tout usage de l'animal, est-ce qu'ils existent encore, ces animaux? Est-ce que ce n'est pas une manière de vivre qu'entre hommes à la fin? Ça, c'est une réflexion qui me taraude un peu. Jessica Bosso. Alors, je pense pas. Au contraire, d'ailleurs, je pense que c'est redonner de la place à l'animal dans le paysage, en France, en l'occurrence, refaire des zones protégées. On essaye tant bien que mal de protéger des territoires, etc., donc des chasseurs ou tout un tas de choses. On essaie justement de protéger cette nature-là et de dire mais laissons les animaux tranquilles. Mais au contraire, rapprochons-nous des animaux. Mais c'est-à-dire avoir des endroits... Vous parlez des animaux sauvages. Oui, qu'en est-il des animaux domestiques, par exemple? Est-ce que ma chienne, avec qui je vis comme une compagne depuis des années, est-ce que je suis esclavagiste? Non, alors je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense plutôt que vous êtes dans une situation où il est tout à fait normal aujourd'hui d'avoir un animal de compagnie. Vous avez envie d'avoir un animal de compagnie. Je suis persuadée que vous allez très bien ensemble et vous avez une vie absolument incroyable. C'est pas du tout ça qu'on remet en cause. Par contre, cet animal, à un moment donné, il a été issu de croisements d'animaux, de plusieurs chiens pour avoir des races. Par exemple, là, c'est un boxer, en l'occurrence. Le boxer, il a été manipulé humainement pour avoir un chien qui est plus bas, plus haut, avec le nez plus ou moins écrasé. Tout ça, en fait, crée d'ailleurs des problèmes physiques aux animaux. Et nous, c'est ça qu'on veut dénoncer. C'est pas le rapport à l'animal. Si on a un animal qui vient tous les jours dans notre jardin et qu'on a une relation avec lui, pourquoi pas. Si on a un chat qui est tout le temps chez nous, finalement, ça finit par être notre chat. Mais on n'a pas vraiment décidé ça. Et on ne l'a pas manipulé humainement pour avoir des races, pour avoir plus d'animaux, parce qu'il y a une demande d'animaux domestiques et il y a une offre qui donne d'ailleurs lieu à des trafics d'animaux qui sont horribles. Et nous, c'est tout ça qu'on dénonce. Par contre, la relation homme-animal en tant que telle, au contraire, on a envie de la favoriser, mais pas forcément en le touchant, en le manipulant, parce que c'est ça pour nous la domestication, c'est pouvoir l'approcher quand nous, on en a envie. C'est pouvoir le manipuler quand nous, on en a envie et surtout pouvoir lui faire des câlins. C'est hyper important pour l'humain et c'est ça la domestication. Alors que ça peut être aller se promener et voir des animaux en extérieur qui vivent leur vie sans qu'on soit là en train de lui dire tu vas faire un petit au mois de janvier et puis ensuite je vais te l'enlever et puis ensuite... Et donc, pour ce qui est, par exemple, de la question des animaux d'élevage, tous ceux qui ont été créés. Tous ceux-là ont été créés, et bien évidemment, on ne peut pas les mettre comme ça dans la nature parce qu'ils ne peuvent pas vivre, puisqu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont été fabriqués pour ça. Et si on le fait de manière logique et qu'on va vers le végétarisme, ne serait-ce que ça, on va finalement avoir de moins en moins de production. Et donc de moins en moins d'animaux, mais créés, parce que ces animaux sont inséminés tous les ans pour donner des petits... disparition programmée de certaines espèces. Mais ce sont des espèces qui n'existent pas. Oui, bien sûr. Enfin, qui existent que dans la relation avec l'homme. Oui, pardon, qui n'existent pas en tant qu'animaux sauvages. Oui, moi j'ai un peu du mal avec la notion de créer par l'homme, parce qu'à la base, ils existaient. Ils n'ont pas été créés. Après, l'homme a fait un système pour effectivement, via la génétique, essayer de faire des animaux adaptés pour la consommation. Voilà, mais ils existaient. Et on voit bien que dans certaines îles, je crois que c'est le cas à Cuba, il y a la fameuse baie des cochons, on a des cochons qui étaient domestiqués, qui sont sauvages. Il y a d'autres îles où il y a eu des poules, je ne sais plus quelle île, mais il y a eu des poules qui ont été relâchées. Je crois que c'était en Asie, suite au tsunami. Elles se sont tout à fait réappropriées leur environnement naturel. Elles s'adaptent, voilà. Donc, voilà. Après, il y a toute cette notion, effectivement, faire des câlins à son chien, avoir un chien, il n'y a pas de problème à partir du moment où on l'a pas pris. Par exemple, prendre un chien à la SPA, c'est très bien parce que c'est un chien qui souffre et on va l'aider. Donc ça, c'est une possibilité. En revanche, toutes les pratiques ignobles qui se passent actuellement dans l'élevage, pas tous, mais beaucoup malheureusement, ça on peut pas le permettre. Et il y a beaucoup de documentation sur le sujet qui prouve bien la corrélation entre la manière dont on traite les animaux, plus on va bien les traiter et plus on va se respecter entre humains. Voilà, il y a une corrélation entre comment je traite l'animal et comment je traite mon voisin humain. Voilà.
Pour revenir juste un détail sur la création, pour moi, la création, c'est l'idée même de la domestication. Et la domestication, elle n'a pas commencé avec la génétique. Là, on parle de l'exploitation avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles techniques. Évidemment, les vaches à viande ou à lait, aujourd'hui, c'est un peu des monstres de Frankenstein dans l'élevage. Maintenant, moi, je ne connais pas, peut-être que certains pourraient me détromper, mais je ne connais pas ni d'historiens, ni d'éthologues d'ailleurs, ni d'ethnologues, ni de sociologues qui connaissent une organisation humaine, une vie humaine qui n'a pas domestiqué d'animal. Que ce soit des nomades ou des sédentaires, les hommes ont toujours vécu dans un état de domestication avec les animaux. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il s'agisse de collaboration plus que de... Certains l'interprètent comme ça. Est-ce que c'est que l'homme qui domestique l'animal ? Est-ce que l'animal n'est pas venu à la rencontre des hommes ? Non, je pense qu'il y a une collaboration, même une amitié en fait, interespèce, qui est bien sûr qui est possible. Ce que je disais, quand il y a un chat qui a décidé de venir chez vous, il a décidé de venir chez vous et pas autre part. Et là, il y a une relation. Après, c'est ne pas le séquestrer, ne pas l'obliger en fait à faire des choses que peut-être il n'a pas envie de faire. Après, l'animal de compagnie, l'animal domestique mais de compagnie, c'est vraiment une question qui est très loin encore, je pense, de la question du centre du débat, en fait. Parce que on s'attaque à quelque chose, on parle de quelque chose qui est tellement ancré en nous, le fait d'avoir des animaux. Et en plus, moi, dans le refuge, je suis toujours en train de dire adopter des animaux, parce qu'on en a des tonnes et qu'on a envie. Il faut s'en occuper, mais si ces animaux sont là, c'est parce qu'encore une fois, on a voulu gérer la nature, on a voulu faire de la reproduction, on stérilise pas, on fait quoi ? Et on se retrouve avec des tas d'animaux qui sont malheureux. C'est ça, en fait, qu'on dénonce quand on parle d'animaux domestiques. Ce n'est pas la relation homme-animal qui existe et qui est merveilleuse en plus. Il nous reste peu de temps pour finir l'émission. J'aimerais qu'on vienne sur un autre aspect, c'est le problème de la nuance dans ce débat. J'ai l'impression que souvent, donc on l'a vu avec l'article de Libé par exemple, le dernier article de Libé, les véganes ont tout faux, j'ai l'impression que c'est un débat très passionnel dans lequel il est très compliqué d'avoir des nuances. Autant dans le rejet qu'on peut avoir de ces questions-là, mais également dans la façon dont la systémie à laquelle on faisait référence avant. Est-ce que c'est une réflexion qui peut sortir d'une forme de manichéisme ? Qui souhaite répondre ? Alors, juste moi, très brièvement, je pense que Et puis, il y a eu un contre-article aussi. Oui, il y a eu un contre-article. Je pense que cet échange de tribunes est très représentatif. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde du spectacle et que même les réflexions philosophiques, même les débats de fond passent au crible de ce spectacle-là. L'idée, c'est de faire du buzz, c'est de faire du clic. Même sur Libé, Libé veut que les gens cliquent et partagent et tweetent leurs articles. Donc, je pense que ça, on ne pourra pas trop s'en sortir. C'est le contexte qui est comme ça, qui est passionnel, qui est viral avec les réseaux sociaux, tout ça. Et ça, c'est un contexte avec lequel il faut faire. C'est le contexte ou c'est le débat ? Le sujet également, mais le sujet ressort aujourd'hui parce qu'il épouse l'air du temps, je pense. Tant mieux. Tant mieux. Je pense que là où c'est pas manichéen, justement, c'est les nuances qu'on peut apporter, comme quand je dis les animaux domestiques, c'est pas notre première question. C'est là où il y a la nuance. C'est-à-dire, on ne demande pas aux gens, demain, soyez 12 véganes ou vous êtes des... Voilà. On ne dit pas ça aux gens. On leur dit, prenez votre temps, réfléchissez, lisez des livres, lisez Peter Singer, lisez tous ces auteurs qui ont vraiment soulevé des vraies questions philosophiques et éthiques, et faites-vous votre propre avis, et ensuite discutons ensemble. Et pour moi, c'est là où il y a de la nuance. L'article de Libé était bourré de fausses informations et d'idées reçues. Nous, on se bat aujourd'hui contre ces idées reçues, justement. On n'est pas là pour dire, vous avez tort, on a raison. On est là pour dire, vous avez des informations qui sont erronées. Nous, on va vous montrer une autre réalité. Et je pense que c'est pas... peut-être que la question est un peu manichéenne, finalement, mais la manière de répondre peut être extrêmement intelligente et accompagner les gens pour changer au fur et à mesure les habitudes, plutôt que de leur mettre des freins, justement, en étant odieux avec et d'être toujours en confrontation. On ne veut pas de confrontation, nous. Très bien. Edine Arestegui, sur le terrain politique, vous la voyez cette crispation ou pas, vous ? Oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est que les gens, effectivement, puissent se renseigner, puissent voir la réalité et puis agir. Agir, donc, ça peut passer par divers moyens. Ça peut être tout simplement, au niveau politique, déposer le bon bulletin de vote dans l'urne. Ça peut être s'investir dans une association, faire du militantisme, ou tout simplement aider les animaux. Par exemple, là, on va être l'été arrive, ça va être un carnage sur les routes. Donc,
rien que le fait de voir un animal qui est blessé ou on n'est pas sûr qu'il est mort, s'arrêter, faire demi-tour, voir s'il est toujours en vie, l'amener chez un vétérinaire si c'est un animal domestique, et si c'est un animal sauvage, il y a aussi des centres comme l'association Goupil Connexion qui fait un travail formidable. Donc ils ont l'hôpital de la faune sauvage sur Ganges, et donc ils recueillent ces animaux-là, mais ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de dons, enfin comme toutes les associations et comme tous même le parti. Avec des permanences aux zoos. Avec des permanences. Si vous trouvez un animal, vous pouvez l'amener aux zoos. Et à titre perso, d'ailleurs, je les aide un peu. On souhaiterait faire une antenne de l'hôpital de la faune sauvage sur Montpellier. Donc on cherche des mécènes importants pour nous aider pour ce projet. Il nous reste 1 minute d'émission. Je suis ravie qu'on termine sur cette information. J'aime beaucoup l'association Goupil. Si le débat sur la question vegan vous a intéressé, vous pouvez également retrouver l'ouvrage de Marianne Selka, Vegan Order, chez votre libraire. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.